À quelles retombées la RDC en particulier et les pays du bassin du Congo peuvent-ils s'attendre à l'issue de la COP26 à Glasgow en Écosse pour les efforts consentis par ces pays dans la préservation des écosystèmes forestiers? La signature de l'accord de partenariat de 500 millions de dollars américains entre la RDC et l'initiative des forêts de l'Afrique centrale CRAFI par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre britannique Boris Johnson, le 1,5 milliard de dollars américains annoncés par une dizaine de pays et le fonds Bezos sont-ils suffisants au vu des services environnementaux rendus à la planète par les forêts du bassin du Congo? La réponse dans le corps de ce magazine. Un rêve hier, une réalité aujourd'hui. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités au Kasaï oriental produit déjà ses effets avec les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures de base qui évoluent à pas de géant grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Et puis, le renforcement de la gouvernance passe également par le renforcement des capacités de ceux qui sont censés travailler dans l'administration publique congolaise. 8 nouveaux modules de formation viennent d'être validés par les experts de l'administration publique et ceux des services sectoriels grâce au concours du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement que vous présente Priska Sekana Kinzunzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition de la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo, fiscalité et développement que j'ai le plaisir de vous présenter. À quoi la RDC peut-elle s'attendre à l'issue de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui s'y tient à Glasgow en Écosse, assise auquel a pris part aux premières loges le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tentative des réponses dans cette réflexion de notre confrère Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Glasgow, Écosse, c'est ici où se tient depuis le 1er novembre 2021 la COP26, 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Un rendez-vous annuel appelé à apporter des solutions aux problèmes climatiques qui menacent la survie de toute la planète Terre. L'un des buts de cette COP26 est d'augmenter et tenir les objectifs de réduction des émissions de CO2 pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à 2050. Sur place à Glasgow, pendant 12 jours, les délégations des pays conduites par leurs ministres de l'Environnement, des organisations non gouvernementales, chefs d'entreprise, scientifiques, personnel des Nations Unies et autres experts s'engagent dans des journées de négociations, d'événements et d'échanges pour adopter leurs positions, prendre de nouveaux engagements et rejoindre de nouvelles initiatives. La République démocratique du Congo, hautement représentée à ces assises, joue aussi sa partition. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a vanté les forêts congolaises et exigé des compensations justes pour les efforts de conservation et les services environnementaux rendus à la planète par la nature congolaise. Investissement structurant et partenariat constructif à l'avant-plan. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo, comme pays solution, porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. J'encourage les investissements structurants ainsi que les partenariats constructifs en direction des pays du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo représente les 60%. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je voudrais souligner qu'outre l'urgente question de mobilisation des ressources adéquates, il faut joindre à cela plus de synergie d'action et de mutualisation de nos efforts à tous les niveaux. C'est dans cette perspective que la République démocratique du Congo approuve la déclaration de ce sommet et se trouve disposée à travailler en partenariat avec d'autres pays en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Déjà, les retombées sont attendues.
Félix-Antoine Tshisekedi et Boris Johnson, Premier ministre britannique, signent le deuxième accord de partenariat d'un montant de 500 millions de dollars américains dans le cadre de l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, CAFI. En prélude de cette signature, l'événement a été précédé à Kinshasa d'une réunion de restitution des négociations pour la signature du dit accord. Il y a eu une volonté de la part du gouvernement de communiquer autour de ce processus CAFI qui va quand même assurer une mobilisation des fonds pendant 5 ans, 500 millions de dollars pour mettre en œuvre des engagements que le gouvernement a pris dans le cadre de cette lettre d'intention. Autre retombée de la COP26, une dizaine de pays et le fonds Bezos pour la Terre ont manifesté leur engagement à l'égard des pays du bassin du Congo en annonçant une contribution collective d'au moins 1,5 milliard de dollars américains de financement entre 2021 et 2025. Un fonds qui vise à soutenir les efforts menés par les pays du bassin du Congo pour protéger et maintenir les forêts de cette région, les tourbières et les autres réserves de carbone essentielles pour la planète. Par ailleurs, la polémique va bon train quant au fonds alloué à l'Afrique du Sud, soit 8,5 milliards de dollars américains pour amorcer sa transition écologique et abandonner les énergies fossiles dont dépend son économie, et le fonds CAFI pour la RDC et ceux du bassin du Congo pour la protection des forêts. Pendant ce temps, sur place à Glasgow, les négociateurs congolais sont à pied d'œuvre pour ramener plus de retombées pour les pays dans le cadre de services rendus par les forêts congolaises à toute la planète. En attendant la fin de la COP26, tous les pays sont encouragés de promouvoir une économie décarbonée pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2070 selon certains engagements pris par les pays, au moment où les émissions totales devraient rebondir de 4,9% pour se rapprocher à moins d'1% selon une étude de Global Carbon Project sur les budgets carbone mondiaux publiée à l'occasion de la COP26. Cet élément environnemental nous amène à vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant de ces secteurs sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Ruth Kambaji pour la lecture. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'environnement sous l'encadrement de la DGRAD, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. La taxe est sur le permis d'exploitation des produits et sous-produits de la faune sauvage, capture, abattage, importation, exportation ou réexportation, et de la flore sauvage, récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses, grumes et bois sciés. La taxe est sur les certificats de légitime détention des produits de la chasse, animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées. La taxe est sur les installations classées des catégories 1A, parmi lesquelles la taxe d'implantation, la taxe rémunératoire annuelle et la taxe de pollution. Les taxes à l'exportation sur délivrance d'un certificat phytosanitaire et sur délivrance des certificats d'origine. La quotité du trésor public sur la taxe des déboisements, les permis de coupe de bois industriel, la redevance sur superficie concédée, la taxe d'inventaire et de reconnaissance forestière, la taxe d'homologation d'une organisation non gouvernementale nationale et internationale, et enfin, la taxe sur la délivrance d'une autorisation d'achat, de vente ou d'exploitation de bois d'œuvre. Voilà les droits, taxes et redevances du pouvoir central relevant du secteur environnemental sous l'encadrement de la DGRAD.
Dans le Congo profond, le Haut-Katanga vient de traverser une crise pétrolière qui a justifié la descente à Lubumbashi du ministre national des hydrocarbures. Dans la suite de Didier Boudimbu, on a noté la présence du directeur général de douane et axes DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui nous fait ici les résumés de son séjour louchois. Il est au micro de notre correspondant permanent dans le Grand Katanga, Lambert Yuma Ramazani. Nous sommes arrivés à la suite de son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, pour traiter de la question d'un malaise qui a pu être perçu dans le monde des opérateurs économiques du secteur pétrolier. Comme vous le savez, il y avait quelques temps, nous avions été aussi ici à la suite d'une dénonciation de cas de fraude dans ce secteur à l'Inspection générale des finances. Nous avions été accompagnés de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Et certaines mesures avaient été prises. Au cours de ces mesures, certaines orientations ont été prises pour qu'on puisse parvenir à recouvrer les fonds destinés au Trésor et aux autres services connexes. Il avait été convenu que chacun des opérateurs pétroliers puisse s'engager à liquider au plus vite les droits et taxes dus au Trésor public ainsi qu'aux services connexes. C'est ce qui avait été fait. Ils avaient pris l'acte d'engagement et après un moment, il y a eu des remue-ménages. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministre des Hydrocarbures s'est fait accompagner des secrétaires généraux des hydrocarbures, de l'économie nationale, de l'inspecteur général, chef des services adjoints et de moi-même en vue de voir de plus près cette situation et de lui proposer des mesures idoines à devoir prendre pour le bien de tous. On a vu le président de la FEC du Haut-Katanga, on a vu les pétroliers, nous avons discuté, nous sommes allés sur le terrain, on a palpé la réalité. Après on a tenu une grande réunion, malgré qu'on est fatigué depuis le matin, où on a pu quand même sortir toutes ces résolutions qui permettent que le monde pétrolier au niveau du Haut-Katanga puisse survivre. Et nous comptons aussi sur nos amis pétroliers parce que les sanctions qui étaient tombées n'étaient pas tombées par hasard, donc nous comptons sur eux pour qu'ils puissent se conformer. Parce que quand ils exigent de l'État, l'État aussi peut exiger d'eux qu'ils puissent être conformes. Et de notre côté, on va tout faire pour essayer de faciliter certaines choses aussi, pour qu'il n'y ait pas, parce qu'on a appris que le transport quittait de 500 francs à 1000 francs. On espère que demain ou après-demain, le temps que tout redevienne à la normale, le transport va répondre son prix habituel et le peuple du Haut-Katanga pourra vaquer librement à ses occupations. Je crois que ça ne fait pas longtemps que nous avons été ici avec son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour traiter de la question des produits, de l'importation, de la commercialisation et des distributions des produits pétroliers, surtout pour ce qui concerne la fraude et la contrebande dans ce secteur. Certaines mesures avaient été prises, d'autres continuent à venir. Les mesures qui ont été prises, et à l'interne et à l'externe, comme vous l'aurez remarqué, mais qui ont créé aussi un peu de sous-pression dans le monde des opérateurs pétroliers. Vous savez que dans tout ceci, le service pilote, c'est la douane. Il ne fallait pas que je parte sans pouvoir m'entretenir avec les agents et cadres de la douane, leur donner les orientations précises quant à ce qu'ils devront, à quoi ils devront s'attendre dans les jours à venir pour l'exercice de leur fonction. Restons encore à l'intérieur du pays, à Butembo, au Nord Kivu cette fois-ci, où le conseil principal du gouverneur en charge des finances et reconstruction s'est entretenu au cours d'une réunion tenue au bureau de la coordination de la Direction générale des recettes du Nord Kivu avec les opérateurs économiques et autres pétroliers. Au menu de leurs échanges, le paiement de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province concernant les entrées de produits pétroliers dans les zones frontalières qui pourraient se faire par une simple déclaration du contribuable avant dédouanement. Reportage de notre correspondant permanent au Nord Kivu. Bienvenue, Mwela Mukendi.
Le nouveau mécanisme de perception des taxes conventionnelles pour la reconstruction de la province du Nord Kivu sur les produits pétroliers a été au centre des échanges entre le conseiller principal du gouverneur de la province en charge des finances et reconstruction, Maître David Kamoua, et les opérateurs économiques du secteur pétrolier de la ville de Butembo se sont réunis ce vendredi 5 novembre 2021. Cette rencontre a visé à remettre de l'ordre dans ces secteurs, mais également à informer ces opérateurs sur la nouvelle stratégie prise par l'autorité provinciale sur le paiement de la taxe conventionnelle pour la reconstruction sur les produits pétroliers au niveau des postes frontaliers et qui devrait être effectué au poste d'entrée sur simple déclaration du contribuable avant dédouanement et suivra une contre-vérification de la quantité déclarée pour redressement. Nous venons de nous réunir avec les opérateurs économiques de la ville de Butembo qui sont dans les secteurs pétroliers. Comme vous le savez, c'est un secteur qui a causé beaucoup de soucis ces derniers temps et l'autorité provinciale nous a mandaté avec le directeur général de la DGRNK pour venir remettre de l'ordre dans les secteurs des produits pétroliers et nous sommes venus pour les informer de la nouvelle disposition prise par l'autorité provinciale qui consiste désormais à déclarer et à payer tous les produits pétroliers au niveau de l'entrée de la frontière à Kasindi. Et nous sommes heureux qu'après échange, les opérateurs économiques sont d'accord et sont contents d'appliquer cette nouvelle disposition puisqu'elle vient mettre fin non seulement à la fraude douanière en matière de produits pétroliers, mais également aux tracasseries dont ils étaient victimes. Donc tout le monde est satisfait de la nouvelle disposition que l'autorité provinciale a prise. Vous savez qu'il y a le pont Moussoussa qui est en construction, il y a le pont Kangote qui a cédé, qui doit aussi être reconstruit. Et donc c'est grâce aux revenus qui proviennent de la taxe conventionnelle pour la reconstruction que nous sommes capables de mener toutes ces actions. Nous allons donc demander à la population de nous faire confiance au gouvernement provincial, actuellement sous le main de maître du lieutenant général Constant Ndima, le gouverneur, pour qu'effectivement ensemble nous continuions les œuvres de reconstruction. Nous avons déjà commencé. Hier, vous avez vu vous-même, c'était l'imprégnation sur l'avenue Père Jérôme qui mène vers la mairie et les travaux, comme je l'ai dit, du pont Moussoussa continue. Bientôt, ce sont les travaux sur le pont Kangote qui vont continuer et donc c'est grâce au paiement des impôts et taxes et nous remercions beaucoup tous ceux qui s'en donnent au paiement de ces impôts à ville de Butembo et nous encourageons à continuer à soutenir le gouvernement provincial en payant les impôts et les taxes. Notons que cette réunion a eu lieu au bureau de la coordination de la DGRNK, secteur nord à Butembo, en présence de son directeur général. Avant de quitter le Congo profond, voyons comment évolue le travaux de construction et réhabilitation des infrastructures à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, travaux qui rentrent dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Images et commentaires. Le projet présidentiel de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités dans sa phase de construction des infrastructures structurantes sur financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en Mbuji-Mayi évolue sans désemparer. C'est le constat fait sur tous les chantiers ce jeudi 5 novembre. À l'école primaire du 4 janvier, la réalité sur terrain brise la rumeur qui fait véhiculer les ennemis du développement. Dans 2 mois seulement, la fondation pour les 2 bâtiments en étage est terminée. Le tôlage pour les bâtiments à réhabiliter est en cours. L'ingénieur Pascal Loubouébois, directeur technique de l'entreprise attributeur, explique. Nous avons 2 bâtiments en étage. Toutes les fondations sont terminées à 100%. Nous sommes sur la phase des élévations de colonnes. Et après ça, nous allons faire des élévations de murs. Les anciennes constructions, comme vous l'avez dit, on nous a demandé de faire ce qu'on appelle la réhabilitation. Quand on fait la réhabilitation d'un bâtiment, c'est-à-dire c'est les mêmes bâtiments, mais nous allons retoucher les parties qui étaient faibles. Comme c'est l'ancien bâtiment, d'abord nous avons changé la forme de la toiture. Ce n'est pas les mêmes bois qui étaient là. Nous avons même changé la forme. Nous avons changé tout ce qui était à l'ancien bâtiment. Au total, nous allons construire 18 salles de classe. Plus les 12 salles de classe qui existaient avant, ça va nous faire 30 salles de classe à cette école. Donc vous aurez une école moderne avec 30 salles de classe. À l'Institut Kalenda Modishi, d'où est sorti l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clôture est presque terminée, l'écrépissage sur les murs de bâtiments à réhabiliter est en cours, idem pour la fondation des bâtiments en étage. L'élévation des murs pour un autre bâtiment évolue normalement. Du côté des infrastructures sanitaires, le chef de chantier
Chiba Nkalala. Nous sommes déjà au niveau des fondations, de la finition des travaux des fondations qui doivent arriver à terme par le bétonnage du sous-pavement. C'est l'opération qui est en cours. Nous allons passer à la phase d'élévation qui consiste à élever les murs du bâtiment jusqu'au niveau du plancher. Sur le même terrain, les ouvriers sont à pied d'œuvre. 3 bâtiments sont déjà sortis des terres. Le bâtiment de réanimation, celui de la kinésithérapie et la morgue. Vitesse de croisière sur le chantier de l'hôpital de la Mouya. 2 grands bâtiments attendent déjà la toiture et les fenêtres. Mission des contrôles de travaux en Bujimaï, l'architecte Moïse indique que leurs entreprises recrutées préfinancent la première phase des travaux. La population de Bujimaï est plus que contente de la réalisation de ces travaux d'intérêt général. Le travail se fait réellement. Ce n'est pas de l'aventure comme les gens le disent. Nous-mêmes, nous le voyons chaque jour. Je remercie les chefs de l'État pour cette vision et lui demande de s'assurer lui-même si le travail a été bien fait. Chaque jour, je vois l'évolution des travaux. Les TT travaillent à tour de rôle et reçoivent leurs primes journalières. Le travail marche toujours. Je vois qu'il y a évolution parce que les hôpitaux de ce genre, c'est ce qui fait la fierté même d'un pays. Au chef de l'État, je dis merci parce que ce qui s'est fait concorde avec ce qu'il avait dit et croyons que le meilleur est à venir. La communication permanente sur l'exécution de ces projets présidentiels permettra de briser toutes les rumeurs et tous les bruits. La population du Kasaï oriental est appelée à la patience car les infrastructures en cours de construction sont des ouvrages de grande envergure qui feront la fierté du Grand Kasaï. Retour à Kinshasa dans le souci de s'enquérir de stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances IGF et d'obtenir des résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques congolaises. Une mission de la coopération belge a été reçue vendredi 5 octobre 2021 par l'inspecteur général des finances IGF, Jules Alingueté, avec laquelle les échanges ont essentiellement tourné autour du partenariat dans le contrôle des finances publiques. Reportage. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'Inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques, et de voir comment on a à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'ENABEL en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances.
Toujours à l'IGF, les propos de l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, selon lequel les dépassements budgétaires n'est pas un détournement ni un acte de mégestion, ont suscité beaucoup de réactions dans la sphère aussi bien politique que scientifique du pays, que dit la loi des finances publiques, l'OFIP. Willy Albert Kalingai, journaliste économique et spécialisé des questions de ressources naturelles, donne la réponse au micro de Didi Mavambu Nombo Lopepe. Il est vrai que les finances publiques dans notre pays sont traitées parfois de manière imparfaite, parfois de manière partiale, parfois de manière inachevée. C'est comme ça que quand un propos comme celui-là est tenu par le numéro 1 de l'IGF, il est vrai que ça résonne très mal parce que nous avons une habitude de critiquer ce qui apparemment est une faute. Parce que si vous dépensez plus qu'il a été prévu, ceci apparaît comme une faute. Mais rentrons dans l'intelligence même des idées des finances publiques. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans une dynamique. D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la loi elle-même, la LOFIP, quand elle avait été promulguée, il y avait des dispositions dans la loi qui devaient être entrées en vigueur 8 ans après. Parce que ces dispositifs ne pouvaient entrer en vigueur que si des réformes avaient été menées. Et la plus grande des réformes attendues par la population, c'était la réforme pour que nous accédions à ce qu'on appelle un budget programme. Le budget programme, c'est celui-là qui va décentraliser la chaîne de la dépense dans le fonctionnement des finances publiques. Aujourd'hui, nous avons une chaîne de dépenses qui est unique. Vous avez le ministère du Budget, vous avez le ministère des Finances et la Banque centrale. Il y a d'abord les services concernés qui engagent la dépense. Elle est liquidée au niveau du budget. Elle est pratiquement payée au niveau du ministère des Finances et vous allez retirer les sous à la Banque centrale. C'est ça aujourd'hui ce qu'on peut appeler effectivement la chaîne de la dépense. Maintenant, dans le programme, budget programme, il est prévu que chaque ministre puisse lui-même engager, lui-même liquider et lui-même organiser le paiement de ce qui est prévu. Dans ce cas-là, où vous dépensez plus qu'il n'est prévu, c'est comme si vous avez mis un chèque sans provision. Le dépassement est une faute. C'est une faute de gestion. Mais cette faute de gestion est constatée par qui? Elle est constatée par le Parlement à la fin de l'exercice. Connaissant cela, l'inspecteur général des finances a dit effectivement que dans l'état actuel de notre législation financière, dans l'état actuel du fonctionnement des finances publiques, on ne veut pas déterminer ce dépassement comme étant une faute. La deuxième chose qu'il faut intégrer, c'est que il faut comprendre d'où vient le dépassement budgétaire. Dans l'état actuel des choses, ça vient du fait nous avons beaucoup de dépenses en urgence. À partir du moment où des dépenses sont engagées en urgence, c'est que les dépenses passent par le ministère des Finances et vont à la Banque centrale sans que ça ait été liquidé par le ministère du Budget. Nous sommes dans des pays fragiles, post-conflit. Nous avons des structures d'État et de l'administration faibles. Parfois, nous sommes en présence de certaines urgences qui, si vous ne réagissez pas, alors là, vous avez maintenant commis la faute. Il faut donc réagir rapidement. Vous avez une épidémie qui se déclenche quelque part, ça n'a pas été prévu. Vous avez eu un problème de sécurité qui est intervenu, ça n'a pas été prévu. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas attendre que la chaîne des dépenses se mette en place. Vous allez d'abord agir pour pouvoir calmer la difficulté et puis après, on régularise. C'est cela comment ça fonctionne. Alors, vous avez remarqué que quand vous regardez les 5 dernières années, nous avons eu beaucoup de choses, beaucoup d'effets qui n'ont pas été prévus par le gouvernement, mais qui sont devenus pratiquement des exigences. Nous avons connu Ebola, nous avons connu la Covid, nous avons connu beaucoup d'événements
qui se sont déclarés immédiatement et qui avaient exigé que le gouvernement puisse dépenser. Dans ces conditions, on a remarqué, et ce n'est pas souhaitable, que les dépenses en urgence ont augmenté énormément les budgets de l'État. Donc c'est regrettable, mais ça ne peut pas être une faute de gestion. C'est celui qui ne dépense pas pour régler un problème qui commet une faute. Payer l'impôt est un devoir civique, voilà pourquoi il est demandé à tous les contribuables, personnes physiques ou morales, à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne l'échéance fiscale du 15 novembre en faisant un dépôt des déclarations et paiements de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper et de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié, faire également les dépôts de la déclaration et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA ainsi que les dépôts de la déclaration et paiement de l'impôt mobilier, sans oublier les dépôts de la déclaration et paiement de l'impôt professionnel sur les sommes payées en rémunération des prestations des services de toute nature fournis par les personnes physiques ou morales non établies en République démocratique du Congo. Semaine chargée comme d'habitude pour le commandant des guerriers Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a traité beaucoup de dossiers d'intérêt national durant la semaine qui vient de s'achever dans ses commentaires de Didi Mavambu Nombolo Pepe. Lundi 1er novembre 2021, à l'occasion de la table ronde organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, le gouvernement que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s'engage à appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, centré sur 4 axes prioritaires parmi lesquels la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Reprise du partenariat Kinshasa-Bruxelles, le Premier ministre reçoit le même jour une importante délégation de parlementaires belges conduite par le ministre d'État belge et président honoraire du Parlement fédéral de la Belgique, André Flau, et c'est dans le cadre de la relance du partenariat entre la RDC et les royaumes de Belgique. Des questions relatives au processus électoral, à l'enseignement, à la santé et aux petites et moyennes entreprises sont évoquées au cours de leurs échanges. Mardi 2 novembre 2021, discussion entre le chef du gouvernement et les femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri sur la situation sécuritaire de ces deux provinces sous état de siège. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est très réceptif et attentif aux doléances de ces femmes leaders. Plusieurs recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu sont soumises au commandant des guerriers. Nous nous sommes dit que nous devons venir auprès de l'autorité pour faire qu'il revoie encore d'autres stratégies sur le terrain pour sauvegarder les vies humaines. Parce que nous en avons assez avec les massacres. Les mamans sont traumatisées. En fait, toute la population en général, Nord Kivu, Ituri, c'est une population qui est devenue trop vulnérable par rapport à ce qui se vit dans ces derniers moments. Mercredi 3 novembre, le Premier ministre préside la réunion du Conseil de sécurité sur la situation qui a prévalu dans la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Cette réunion regroupe autour du chef du gouvernement le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, le ministre de la Défense nationale, les différents officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, ainsi que les responsables des services de renseignement. D'après le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, la situation sécuritaire est sous contrôle de FARDC et de la police nationale congolaise. Si vous nous voyez ici au niveau de la capitale, siège des institutions, c'est qu'effectivement, c'est pour réfléchir sur la situation et donner les instructions à nos services qui sont sur place là, qui n'ont pas dormi, ils sont en train de travailler également toute la journée. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là que la situation est sous contrôle.
8,8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025 dans l'industrie des batteries et véhicules électriques. C'est ce que rêve Julien Paluku, ministre congolais de l'industrie, apprend-on de nos confrères de Scoop RDC. Selon ces médias en ligne, il s'y tiendra le 24 et 25 novembre prochain à Kinshasa un forum dénommé DRC Africa Business, forum organisé par le ministère de l'Industrie en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CEA. Objectif, stimuler les développements d'une chaîne des valeurs et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique en créant des emplois décents et stables. La RDC, disposant de ressources minières stratégiques, est bien positionnée pour tirer les maximums de profit de la transition énergétique et écologique. Lutte contre les dérèglements climatiques oblige. Le Secrétariat national pour le renforcement de capacités, SENAREC, a organisé le 2 et 3 novembre 2021 à l'École nationale des finances un atelier des validations de 8 nouveaux modules de formation élaborés par un cabinet international. Des assises financées par la Banque mondiale à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP. Reportage signé Jocelyn Babalomba et Céline Bumba Angelani. Ils sont venus des différents ministères de l'administration publique, des services sectoriels et du secrétariat national pour le renforcement des capacités SENAREC. Pendant 2 jours, ces experts ont validé au cours de cet atelier 8 modules de formation élaborés par un cabinet international qui feront l'objet de formations des formateurs de l'administration publique dans les tout prochains jours. Lors de ces assises, 8 commissions ont été mises en place pour examiner religieusement les fonds et la forme de chaque module de formation tout en les adaptant aux réalités de l'administration publique congolaise. Ces modules sont les budgets programmes, les contrôles budgétaires, la gestion de l'aide au développement, la rationalisation des structures et cadres organiques, la technique d'inspection des administrations publiques, les contentieux administratifs, la production des documents parlementaires et élaboration du bilan social. Ces nouveaux modules, validés et diagnostiqués par rapport aux réalités du Congo démocratique, seront dispensés au sein de l'administration publique congolaise pour plus d'efficacité. Nous sommes en train d'examiner les modules, les 8 modules de formation qui ont été retenus dans un séminaire d'identification de modules comme étant de nouveaux modules qu'il faut nécessairement dispenser à l'administration publique. Et ces 8 modules devraient être validés au niveau des experts de notre pays après avoir été conçus par le cabinet international CICIEN. Après les travaux en Carrefour, chaque délégué des différentes commissions a fait le compte rendu devant l'Assemblée sur le contenu du dit module, tout en formulant chacun quelques recommandations avant sa validation. Les travaux en Carrefour ont réuni les délégués par groupe thématique et ont consisté à vérifier les contenus des modules en rapport avec les diagnostics effectués au sein des administrations. Après échange et discussion sur les présentations du cabinet et restitution des travaux en groupe, les 8 modules précités sont jugés validés moyennant prise en compte des observations soulevées et retenues. Pour Okmoum Belaïd, expert IFRS, cet atelier de validation des 8 modules de formation revêt un caractère d'amélioration de la gouvernance en République démocratique du Congo. Tout simplement, il y a un macro-objectif, c'est l'amélioration du niveau de gouvernance des administrations publiques dans votre beau pays. D'accord? Parce que, comment on appelle ça, le défi, il est là. Quel est le rôle de l'administration publique dans notre ère?
on doit s'inscrire dans le concert de la nation. L'utilité d'améliorer notre gouvernance dans tous les pays, surtout nous tiers-mondistes africains, moi aussi je suis africain, d'accord. Alors, améliorer la gouvernance pour aller de l'avant, pour capter le maximum d'idées de toute façon. Qu'est-ce qui intéresse un État? C'est la création de l'emploi, c'est qui est source de fiscalité aussi, fiscalité salariale, et créer des investissements, qui est source aussi de fiscalité en matière d'impôts sur les bénéfices, etc. C'est ça l'objectif. Mais pour ça, il faut améliorer notre gouvernance publique. Le coordonnateur national du Sénarec, qui a ouvert et clôturé ces assises, s'est félicité de l'accompagnement du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP dans la réussite de l'atelier, avant de remercier les experts pour leur engagement à la qualité du travail abattu, ayant abouti à la validation de ce nouveau module qui répondent aux normes internationales. Les échanges ont permis vraiment de comprendre les contenus de chaque module, de comprendre la portée de chaque module, de comprendre la finalité de chaque module. Vous avez également contribué à apporter quelques amendements nécessaires de manière à ce qu'ils soient des modules prêts à l'usage, prêts à l'utilisation. Je voudrais également remercier et féliciter la Banque mondiale à travers le PRAP, qui est le projet de réforme et de rajeunissement, qui a bien voulu faciliter la tenue de ces assises et appuyer l'ensemble du processus qui devrait conduire à terme, en tout cas à la certification des 160 Congolais et Congolaises qui seront des animateurs potentiels de ces modules. Cet atelier axé sur l'accréditation de 8 modules et la certification de 165 formateurs rentre dans le cadre de la composante 3 du PRAP, renforcement des capacités à travers une infrastructure de centres de formation. Jetons à présent un regard sur les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa avec Naomi Makwela. La semaine qui s'achève a été caractérisée par la stabilité de prix de certains produits surgelés et la hausse d'autres denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de la capitale congolaise. C'est le cas du poisson chinchard, communément appelé Piodi ou Thomson. Le prix d'un carton de 20 plus 30 kg est resté stable à ses négociants à 150 000 francs congolais au marché de la Liberté. Même constat fait au marché Zigida, où cette denrée s'est vendue à 147 000 francs congolais. Hausse par contre au marché Gambela, où le prix de ce même produit qui coûtait 150 000 francs congolais se vend présentement à 153 000 francs congolais. Au marché Matete, le prix d'un carton de Piodi revient à 150 000 francs congolais. Du côté légumes, le prix des amarantes, connus sous le nom de Bitekuteku, en provenance de Maluku, Télé et d'Indil Brasserie, n'a pas changé sur les différents marchés de Kinshasa depuis la semaine passée. La boîte se vend à 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Zigida, Gambela et Matete. Côté produits secs, un bol connu sous le nom de colo de farine de maïs coûte 1200 francs congolais au marché de la Liberté, 1300 francs congolais au marché Zigida et Gambela et 1200 francs congolais au marché Matete. Quant à la farine de manioc, appelée aussi foufou, le bol ou écolo se vend à 1000 francs congolais au marché de la Liberté et à 1200 francs congolais au marché Zigida, Gambela et Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix de quelques produits alimentaires de première nécessité avec les fruits. Orange, qui est riche en vitamine C, dont un lot de 5 pièces coûte 2000 francs congolais au marché de la Liberté, 2500 francs congolais au marché Zigida et 2000 francs congolais au marché Gambela et Matete. Voilà les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la capitale congolaise, collectées par l'agence Galaxy Media au samedi 6 novembre 2021. Sur le marché d'échange, sachez que la Banque centrale du Congo a actualisé les informations sur son site internet, ce après des semaines de non-mise à jour. Vendredi 5 novembre 2021, un dollar américain a valu 1999,82 francs congolais, un euro 2309,84 francs congolais, un franc CFA 3,52 francs congolais et un rand
la monnaie sud-africaine, 131,38 francs congolais. Au samedi 6 novembre 2021, au parallèle, cette fois-ci, le taux variait entre 1990 et 2000 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 1950 francs congolais, 2000 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa et à 2030 francs congolais, le roi dollar précisément sur l'avenue Bokassa dans la commune de la Gombe. À Isiro, dans la province du Haut-Touélé, le billet vert s'est négocié à 1900 francs congolais, 2000 francs congolais, taux observé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Matadi dans la province du Congo central, à Oshwe dans le Maïndombe et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Enfin, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika où un dollar américain a valu 2002 francs congolais. Terminons cette émission avec les tendances de cours de principales matières premières qui affichent une volatilité sur le marché international au deuxième fixing du samedi 6 novembre 2021. Geneviève Mizegele-Katengesia pour les détails. À la première semaine du mois de novembre 2021, les prix des produits pétroliers sont restés au vert. À Londres, les barils a coûté 82,55 $ américains en hausse de 1,98%. Hausse également de 2,46% à New York du prix du brut léger américain, les barils se vendant à 81,24 $ américains. Selon le site dédié prixdubaril.com, les coûts du pétrole ont repris de l'élan vendredi, s'installa de nouveaux fermements au-delà des 80 $ américains, les marchés doutant de la possible utilisation des réserves stratégiques des Brites pour soulager les marchés. Côté produits miniers, le prix de la tonne métrique du cuivre est toujours en dessous de 10 000 à 9 784,90 $ américains, soit une baisse de 0,33%. L'écobalt de son côté poursuit son envolée. La tonne métrique est à 58 210 $ américains, en hausse de 3,50%. La tonne métrique du métal jaune est à 1817,70 $ américains, toujours à 0,00% depuis 32 semaines maintenant. Sur le marché agricole, la tonne du maïs s'est négociée à 553 $ américains, en baisse de 3,49%. Hausse par contre du prix de la tonne du riz est de 2,11% pour se situer à 13,29 $ américains. La tonne du blé de son côté revient à 767 $ américains en baisse de 3,16%. La tonne du café a gagné 2,16% de sa valeur à 204 $ américains. La tonne du cacao, quant à elle, est en baisse de 2,44% de sa valeur à 2397 $ américains. Enfin, l'or blanc, le coton a perdu 0,32% de sa valeur. La tonne se négocia à 117 $ américains. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi depuis la ville de Mweneditu. Nous sommes là dans la province de la Lomami, sans oublier nos fidèles téléspectateurs de Boende dans la province de la Chuapa. Excellente suite de programmes sur votre chaîne.